Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Forcément, la parole, elle est toujours directe avec lui, M. Aliouba, président du Modèle, un parti membre du FNDC politique. Il est notre invité précis du jour. Bonjour à vous, M. Ba. Bonjour. Le plaisir de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. Toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à l'ensemble du peuple de Guinée. Bien. Première question avec vous, Cabinet Fofana. Mon cher Aliou, vous nous avez certainement suivi. On était en train de parler tantôt de Guinée Games. Quelle est votre lecture de ce qui arrive aujourd'hui à cette entreprise qui est en prise avec l'État, à travers la Lunagui. Oui. Bon, écoute, j'avoue que je n'ai pas la maîtrise du contenu des dossiers, encore moins des reproches formulés, en dehors de ce que j'apprends par les médias. Donc, je n'irai pas dans un débat de fond. Mais simplement, je dirais que le discours public ou l'attitude des autorités vis-à-vis des entreprises en général a un effet contagieux sur l'ensemble du secteur des activités économiques. Parce que je n'ai pas à vous apprendre que l'économie se fonde sur la confiance. La confiance est un paramètre psychologique et l'État doit tenir compte de la perception que les entreprises vont avoir par rapport à ces engagements pour pouvoir développer l'économie. Donc si des entreprises sont en difficulté avec l'État, je crois qu'il y a des procédures en la matière. Il ne faut pas donner l'impression que on cherche à tuer les entreprises, en remettant en cause, par exemple, des engagements qui sont pris. Et je crois que pour ce qui concerne beaucoup d'autres cas que j'apprends en analysant l'économie guinéenne de façon générale, nous n'avons pas un discours étatique ou une attitude de l'État vis-à-vis des entreprises qui rassure en général. Maintenant, on a quelques entreprises qui sont là, elles ne sont pas très nombreuses à avoir prospéré. Je crois que Guinée Games a tenu pendant un bon moment et je crois que ça a des employés. Il faut tenir compte des répercussions sociales par rapport aux difficultés qu'on peut poser à une entreprise. Un employé, c'est quelqu'un en Guinée qui peut faire vivre au minimum 5 à 6 personnes de façon directe, sans compter les incidences indirectes. Mais il faut prendre cela en considération dans le traitement qu'on a des différends avec les entreprises. Encore une fois, je le dis sous réserve parce qu'il m'appartient de faire un raisonnement général. Mais comment comprendre aujourd'hui, plus globalement, si on essaie de jeter un regard global sur les relations qui deviennent de plus en plus tendues, pour ne pas dire conflictuelles, entre la junte, le CNRD, et beaucoup d'investisseurs à la fois étrangers et locaux. Comment peut-on comprendre cela? La junte est en proie à des conflits avec des miniers, avec des pétroliers, avec d'autres investisseurs locaux notamment. En fait, tout est lié. Cela traduit quoi? Oui, tout est lié. D'abord, une junte militaire n'a pas vocation à gouverner. On sait que la junte, normalement, quand on vient pour une transition, il faut travailler à ramener le pays dans l'ordre constitutionnel. Ce sont des gouvernants élus qui peuvent poser une politique générale sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions politiques. Alors, quand une junte se décide d'engager des réformes de type structurel, et qu'il se trouve qu'il y a une certaine méfiance par rapport à son autorité et son avenir, bien naturellement, ça pose des problèmes. Quand je disais tout de suite l'indicateur important qui est la confiance, naturellement, personne ne peut faire assez confiance à une junte pour crédibiliser toute sa démarche par rapport à une nécessité de réformer les entreprises. Et on ne peut pas espérer aussi, je n'ai vu dans aucun pays au monde, des indicateurs de performance économique au vert dans une situation de transition. Vous savez comment nous sommes sortis de la transition de 2010, à l'époque, avec des cas de gabégie, des cas de détournement. Rien ne me garantit aujourd'hui que cette transition aussi ne peut pas aller dans ce sens-là. Donc une transition, si elle prend du temps, et qu'elle veut engager des réformes, il est très difficile pour elle de trouver des interlocuteurs, en tout cas pas auprès des entreprises. Parce que ce que les entreprises vont faire, soit ils vont faire des investissements au minima, des investissements de maintenance. Lorsqu'on parle par exemple des entreprises minières, la plupart d'entre elles ont des licences dans leur portefeuille. Ces licences permettent de faire de la spéculation boursière. Quand on parle du gisement de fer de Simandou, combien d'entreprises ont gagné des millions et des millions de dollars des années durant sans qu'on ne pose même pas une pioche sur la montagne et les Guinéens ne voient absolument rien. Donc si déjà les licences sont signées et qu'aujourd'hui la junte veut en rediscuter, bien entendu ces entreprises vont continuer de prospérer ailleurs, mettre
cela en attente. Et éventuellement, à force de pousser, mettre la pression, si on bascule dans un contentieux, en général, ce sont des entreprises qui ont des cabinets d'avocats plus performants que les États. Donc, nous n'avons rien à gagner dans un bras de fer. Raison de plus pour une junte militaire de s'occuper des affaires courantes de l'État et d'orienter le pays dans le sens de la sortie de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel et de laisser le soin à un gouvernement élu, des députés élus, des responsables élus à la base pour s'occuper des questions de développement. Je crois que c'est en ce sens que la Guinée pourrait gagner, sinon tout le reste, c'est incertain et l'incertitude, c'est Monsieur pas une bonne chose. Aliouba, président du modèle, notre invité du jour, avant d'aborder les questions politiques, forcément, on a d'autres questions à poser à monsieur Aliouba sur le vif. Alors, monsieur Ba, le colonel Doumbouya s'est retroussé les manches ces dernières semaines pour, en tout cas, exhorter et amener tout le gouvernement à s'investir dans les activités d'assainissement. Donc, on a vu tous ces ministres barboter dans les caniveaux de Conakry pour en extraire les tonnes d'ordures qui ont donc envahi la ville. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Non, au même moment, le ministre Amori Kondé, le ministre de l'administration du territoire, a décidé de réinstituer et restaurer les samedis d'assainissement. Je ne crois pas parce que ce n'est pas une nouvelle formule. Et ils ne font que rééditer une formule décriée que le précédent régime utilisait, qui n'a jamais porté des résultats. D'abord, il faut comprendre que la question des déchets, qu'ils soient ménagers ou industriels, ce sont des questions qui se traitent aujourd'hui de façon technique avec des spécialistes. On ne peut pas traiter les déchets comme un stock. C'est-à-dire, tout de suite, on en a en quantité, il faut aller ramasser et c'est terminé. C'est un flux. Tous les jours, les gens en produisent. Les ménages produisent, les entreprises produisent, les industries produisent. Donc, dès lors qu'on n'a pas une politique pérenne qui fait de la collecte, qui fait du traitement, ce qui veut dire qu'on ne s'en sortira pas. Et ça demande non seulement de l'expertise pointue, il y a des entreprises qui sont vraiment expertes en cela, et je crois que même il y a des Guinéens qui s'y connaissent bien. Au modèle, par exemple, dès que la question s'est posée, il y a un de nos responsables de la Fédération de France, M. Souleymane Kourouma, qui a quand même fait une proposition sur la base d'une tribune qui est en train de tourner. Et je crois qu'il y a certaines autorités qui ont eu à l'identifier. Et bien entendu, le modèle est intéressé à faire ces propositions. Nous en avons déjà une idée sur la manière par laquelle on peut traiter. Oui, tout à fait. Et bien entendu, on est intéressé à contribuer à traiter cette question qui devient une question de santé publique. Donc, je crois que fondamentalement, l'idée d'une journée d'assainissement, on le voit ailleurs, mais c'est à titre symbolique. Quand les gens sont dans la comparaison prompte pour le Rwanda, lorsqu'on voit le président Kagame, c'est complètement différent. Alors, ici, en Guinée, il faut avoir une véritable politique publique de traitement des déchets. Et en général, ce sont des questions qui sont traitées par les structures décentralisées. Ce sont les communes qui doivent avoir comme responsabilité de s'en occuper. D'abord, il y a une légitimité politique à la base. Les communes ont la possibilité de sensibiliser les populations avec le message qu'il faut et bien entendu que ces populations la comprennent. Et ces communes, on leur a enlevé pratiquement cette prérogative parce que derrière, il y a eu beaucoup de ressources qu'on est en train de déployer. Et est-ce que le CNRD n'est pas en train de rééditer la même chose, mobiliser des grosses ressources financières et derrière, il n'y a pas de résultat. Moi, je ne crois pas. Le fait de ramener ces méthodes que vous avez qualifiées de décriées, cela traduit quoi, selon vous? Moi, je pense que c'est un manque d'inspiration. Ça, c'est un. Ils se disent qu'est-ce qu'il faut faire. Et malheureusement, à certains égards, on se rend compte que le CNRD, dans certains de ses compartiments, traite certaines questions avec beaucoup d'arrogance et de suffisance. Bon, il y a certains, quand on voit comment ils se tiennent comme attitude, ils se prennent pour des experts en tout, ils sont prédisposés à tout, ils pensent que personne n'est bon si ce n'est pas eux ou ceux qui sont avec eux. Et à la limite, ils sont en train de s'enfermer sans pour autant être capables de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Donc je crois qu'il y a de l'amateurisme, il y a de l'arrogance, il y a de la suffisance. Tout ceci, ce sont des choses qui sont contraires à l'efficacité en matière de gouvernance. Un tableau dépeint tout en noir. On va parler d'autre chose, de l'éducation. C'est un acteur politique et il est du système éducatif aujourd'hui. Alors, monsieur le président, le système éducatif guinéen aujourd'hui est dans un état comateux. Avec les récents résultats, 9% au baccalauréat. Que propose le modèle? Écoutez, c'est un commentaire d'abord sur un révélateur. C'est taux d'échec record. C'est un révélateur. Moi,
Je suis aussi bien placé pour en savoir davantage, puisque je suis dans ce milieu, comme vous l'avez signifié. Il m'arrive de me retrouver avec des étudiants à l'université et je me rends compte qu'ils ont des lacunes qu'on ne peut pas corriger à l'université. Parce qu'il se trouve que ce sont des lacunes accumulées tout le long du processus dans lequel, le processus académique, le processus scolaire, mais il se trouve que c'est un révélateur. Mais ce qui est très souvent déplorable, c'est le fait qu'on voit plus le sommet, c'est-à-dire aux examens, on voit plus le problème à ce niveau-là que se rendre compte que c'est un système qui a échoué dans son ensemble. Lorsque vous parlez des propositions que nous formulons, et nous avons eu à le mentionner à plusieurs égards, nous pensons que le système éducatif guinéen tel qu'il est encore et reste archaïque, parce que c'est comme s'il a comme vocation de former des fonctionnaires. Les gens, ils vont à l'école simplement pour acquérir un diplôme et chercher un emploi. C'est une mentalité de CV à courir derrière les gens pour se dire « trouve-moi un emploi ». Alors que nous, le système libéral que nous prenons, c'est un système qui d'abord partira du système éducatif, qui va amener les élèves à chaque étape, à partir du lycée, à se rendre compte qu'ils peuvent avoir des initiatives par eux-mêmes. Mais cela demande toute une chaîne à réformer. Quand on prend par exemple le système bancaire guinéen, le système bancaire n'accorde véritablement pas de prêts à ceux qui font l'économie du pays. Parce que derrière, il n'y a pas de confiance, non seulement à la formation, mais aussi à la réalisation des projets, même à la conception des projets. Nous pensons que c'est inutile de nos jours d'avoir par exemple 13 ans pour le cursus primaire et secondaire. Avoir un bac 13e année, il n'y a pas de raison, d'autant plus que il y a la possibilité aujourd'hui que les enfants à 4-5 ans qui font la première année, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus comme avant où Kaba allait à l'école à l'âge de 7 ans, c'est obligatoire. Aujourd'hui les enfants peuvent assimiler certaines choses plus rapidement à travers la technologie, la disponibilité des documents, pour faire en sorte qu'à partir de la 12e année, qu'on soit apte à aller soit dans une école professionnelle ou qu'on aille dans une université. Et tout ceci permet d'avoir une jeunesse à 22 ans qui peut avoir naturellement un master qui sont techniques à pouvoir être opérationnels sur le marché de l'emploi, mais surtout amener de la créativité dans le système éducatif. Apprendre aux gens ce dont ils ont véritablement besoin, au lieu de leur apprendre à réciter des choses qui ne leur apportent absolument rien. Si on évalue entre nous, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de choses qu'on a appris dans notre cursus académique dont on n'a jamais eu besoin dans notre vie et dans le boulot qu'on est en train de faire. Alors il faut faire un diagnostic par rapport à tout ça, faire en sorte que la créativité, l'innovation soient au cœur du système éducatif et faire en sorte que les gens plus jeunes, qu'ils aillent plus vite et qu'ils puissent avoir la possibilité d'être opérationnels. Pendant que Guillaume Awing est un homme du Sérail, l'actuel ministre de l'enseignement. Oui, ça ne suffit pas. En fait, oui, je suis convaincu, j'ai vu un peu son parcours, ça ne suffit pas parce que généralement, on résume les choses à une histoire de ministre. Alors le ministre, c'est vrai, il est à un niveau de hiérarchie très élevé où il pilote les choses, mais lorsqu'on parle du système éducatif, il faut tenir compte de l'ensemble des paramètres et le gouvernement lui-même à travers les allocations budgétaires. Je crois que le système éducatif guinéen n'absorbe pas 20% du budget national. Ouais. Et ça, c'est très faible même par rapport à la moyenne sous-régionale où il est recommandé d'avoir une allocation budgétaire dans l'ordre de 30-35%. Ou peut-être au minimum 25%. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal, comme le Bénin, c'est des pays sur presque 30 ans qui ont consacré près de 30% des ressources budgétaires au système éducatif. Aujourd'hui, il y a des résultats. C'est à peine 15% en Guinée. Bien. À présent, on va s'intéresser à la CRIEF avant d'attaquer le chapitre politique de cette interview. Mamadouri. Bon, on va parler de la CRIEF qui me semble ces derniers temps assez décriée. Vous, politique, en même temps, vous étiez un économiste, vous avez un regard sur sa méthode. Qu'est-ce que vous pensez du modus operandi de cette CRIEF aujourd'hui? Mais écoutez, il y a une suspicion. Il y a une suspicion qui est en train de grandir parce que la corrélation entre les affaires à traiter, les affaires judiciaires et les affaires politiques semble de plus en plus être évidente. D'autant plus que les dossiers dont on parle très souvent, la CRIEF pour sa communication ou pour ce qui se dit à travers les spécialistes reste en surface. Même ceux qui sont détenus aujourd'hui, qui sont les anciens dignitaires du régime, du précédent régime, je crois que la CRIEF n'arrive pas à suffisamment prouver par rapport aux charges pour lesquelles ils sont en prison. Encore plus d'autres acteurs de la vie
économique, de la vie sociale. Et tout le monde a salué le fait que la CRIEF soit mise en place parce qu'au moins on se dit il y a un dispositif pour la reddition des comptes. C'est important que les gens, par rapport à leur gestion, qui rendent des comptes. Personne n'est opposé à cela. Mais lorsque la Mais aujourd'hui, est-ce que des doutes naissent? On doit faire une évaluation à mi-parcours ou peut-être en tout cas de circonstances de la manière dont fonctionne cette CRIEF pour que elle se remette en cause ou pour qu'on la renforce. Parce que l'institution, elle est de plus en plus décriée. Oui, justement. Raison de plus, peut-être qu'elle a atteint ses limites. Peut-être que des agendas qui sont autres que des agendas judiciaires sont en train d'y être déroulés. Et je crois que si toutefois il n'y a pas une relance pour ramener la crédibilité, je crois que la CRIEF, si on perd l'idée, en fait, qu'il y ait une démarche dans le sens de demander des comptes par rapport aux gestions antérieures, si la crédibilité se perd, bien entendu, ce serait une opportunité perdue pour la Guinée. Donc la CRIEF a intérêt à davantage se professionnaliser, faire en sorte qu'on ne se dise pas que c'est une chasse aux sorcières. Mais pour le moment, la perception, je crois que globalement, elle est mauvaise. Ouais. Il faut sauver l'institution. Oui, certain. Ouais, à présent, donc, on ouvre le chapitre politique. Si cela vous convient, monsieur. Monsieur le Président, on sait bien qu'une mission de la CEDEAO était en Guinée. D'ailleurs, son président, le président des chefs d'État de la CEDEAO, a dû séjourner avec cette mission à Conakry. Vous, en tant que politique, quelle a été votre analyse de ce séjour, de cette mission diplomatique sous-régionale? Est-ce que vous avez eu des brides quant à l'essentiel de ce qui a été discuté entre Ambalo et Mamadi Doumbouya? Ou est-ce que vous avez eu un contact, petit soit-il, avec le médiateur désigné de la CEDEAO, la personne de M. Boniaï Thomas? Bon, écoutez, en tant qu'acteur politique, naturellement, par personne interposée, j'ai compris un peu ce qui s'est passé. D'après ce qu'on m'a remonté et d'après ce qui en est sorti, et aussi pour le communiqué final. Ce qui est sûr, c'est que les lignes n'ont pas véritablement bougé parce que le médiateur de la CEDEAO, pour ce que j'ai appris, sur la base d'une feuille de route qui a été élaboré par le président en exercice, qui a mandaté le médiateur de venir au nom de la CEDEAO. Il était question de discuter d'abord avec le CNRD pour leur demander, bien entendu, sur la base de la résolution de la CEDEAO, de revenir sur la durée de la transition et le chronogramme, qui ne sont pas consensuels, ni la durée, ni le chronogramme. Et bien entendu, vous vous souvenez que le discours du Premier ministre le 20 juin dernier, qui nous a motivés à venir à la rencontre du 27, réitérait bien entendu la nécessité aujourd'hui de se retrouver autour de la table pour essayer de rendre consensuelle la gestion de cette transition. Pour le moment, elle est unilatérale, ça c'est évident, parce que malgré qu'on ait maquillé ça avec quelques acteurs politiques qui sont à la dévotion du CNRD ou qui sont de mèche avec eux, je ne sais pas pour quel agenda. Et qui sont-ils? Il se trouve que, bon, si on personnalise, on va perdre beaucoup de temps. Je crois qu'ils sont connus, ils se connaissent et je n'ai pas manqué. Faites référence au bloc du FTA, du Front pour la Transition certainement apaisée, une ou du FNDT. FNDT avec son champion, Kéamou Bogolaba, qui se fait entendre sur pas mal de sujets. Bon, honnêtement, je préfère ne pas vraiment donner de la valeur à ce qui n'en a pas. Oh là là. Donc je pense qu'on peut avancer, il y a des choses qui sont plus importantes. On se connaît dans ce pays, les histoires de transition, c'est des opportunités pour des gens de manger, se remplir les poches, parce que voilà, si on n'est pas capable d'animer un parti politique, je ne crois pas qu'on doit parler au nom du peuple de Guinée ou d'une quelconque coalition. Bon, avançons. Bien, avançons. Alors, ce que j'étais en train de dire, pour ce qui concerne le séjour de Thomas Boniaï, c'était de faire en sorte que la junte accepte qu'on remette sur la table la durée et le chronogramme. Si ce principe est obtenu, c'est un dialogue qui peut permettre de redéfinir cette durée et de redéfinir le chronogramme. Et là-dessus, je vais vous lire un pan du communiqué qui vient fraîchement de tomber. Je crois que c'est le point 9 qui dit que les autorités, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, les autorités de la transition qui ne font pas de fixation
sur le délai de la transition de 36 mois, ont cependant insisté sur l'importance et le maintien des activités prévues dans le chronogramme. Elles réitèrent leur engagement à travailler en harmonie avec la CEDEAO et la communauté internationale dans l'exécution des étapes clés de la transition dans le cadre d'un dialogue national inclusif. Bon, écoutez, au regard de ces propos, on se rend compte qu'on est loin des comptes. Parce que d'abord, le consensus qui doit prévaloir n'existe pas. Le cadre par lequel tout ceci devait se faire n'existe pas. Le Premier ministre avait eu quelques démarches. Aujourd'hui, on se pose la question, quel est l'avenir de sa démarche et de sa volonté? Ce qui est certain, il est loin du pays. Quel est même son propre avenir. Quel est même son propre avenir, ça mérite d'être posé. Ouais. Et vous savez, ça donne l'impression qu'on a à la fois un peu de colombe au sein de la junte et beaucoup de faucons, comme on en a toujours eu. Donc je crois que les extrémistes sont en train de prendre davantage du poids et de l'espace pour dire nous ne sommes pas intéressés à dialoguer avec les acteurs représentatifs parce que pour eux c'est déjà consommé. Ils sont de connivence avec des acteurs politiques et des acteurs sociaux à leur dévotion. Ils pensent que ceux-ci représentent le peuple de Guinée. Ils veulent avancer sans la proportion la plus importante de la population. Parce que lorsqu'on parle des acteurs politiques et des acteurs sociaux, il ne s'agit pas de se limiter aux personnes qui les incarnent, genre le leader d'un parti politique. Il faut voir ceux qui se reconnaissent en lui. Dès qu'on décide de faire de l'exclusion, on exclut automatiquement tous ceux qui partagent la vision de celui de l'institution qui est exclue. Et je crois que la CEDEAO, c'est sa principale préoccupation, c'est de faire en sorte que le consensus puisse prévaloir afin qu'on ait un apaisement pour ne pas que les uns et les autres se mettent dans une logique de confrontation. Et au regard des premières démarches, je crois que les indications ne sont pas bonnes. Il se trouve que le médiateur, bien entendu, mettra ça à l'appréciation. C'est un premier pas. Cela ne veut pas dire que c'est désespérant. Certainement, il reviendra. On espère de tout cœur qu'il va réussir. Lorsque son choix a été opéré, on s'est dit Thomas Boniaï, béninois. On sait que le Bénin a été, si vous voulez, le porte-flambeau des transitions réussies au début des années 90, la conférence nationale avec le président Kérékou, etc., etc. Donc c'est un pays qui a quand même de l'expérience à partager avec la sous-région. Donc c'est quelqu'un qui est moulé pour pouvoir faire ce genre de travail. Donc a priori, par principe, il a des acquis, il a des opportunités. Maintenant, est-ce qu'il aura une marge de manœuvre véritable lorsque, par exemple, c'est une hypothèse, si le CNRD se ferme à tout pour dire que nous voulons discuter qu'avec la CEDEAO, s'entendre avec elle, le reste du peuple de Guinée, on s'en fout. Justement, la polémique revient, on aimerait bien, la polémique, elle a flambé après le passage du médiateur Thomas Boniaï. Comment comprendre qu'il n'est pas rencontré du tout dans son agenda la classe politique, les acteurs de la société civile? Est-ce que vous pensez que c'est une démarche qui pourrait changer lors de ses prochains voyages? A priori, pour ce que je sais, dans ce premier voyage, ce n'était pas prévu un agenda de rencontre avec les acteurs politiques et les acteurs sociaux. Cela ne veut pas dire qu'ils sont ignorés. Dans un premier temps, je peux le comprendre. Vous savez dans quelle mesure? D'abord, il se trouve que toutes les plateformes représentatives de la société civile et des acteurs politiques ont clarifié leurs idées par rapport à ce qui devrait se faire. Ces mémorandums ont été partagés. Il y a eu des échanges indirects avec le médiateur et d'autres personnes dans la sous-région. Vous défendez ces politiques. Est-ce que vous avez transmis un mémorandum au médiateur directement ou par des voies indiquées? Non, je n'en parlerai pas dans ces détails, dans ces aspects, mais ce qui est certain, je peux vous rassurer que le médiateur sait déjà quelle est notre position, quelles sont nos opinions, donc il a une idée quelles sont nos idées. Il a une idée de ce que nous avons proposé. Et tout ça, c'est pour lui faciliter le travail, y compris le président Mbalo. Ils sont au courant de nos différentes positions, de ce que nous avons exprimé comme proposition. Maintenant, il était question, puisque le CNRD, c'est le centre de décision, tout est parti d'eux, il était question de discuter d'abord avec eux, de s'entendre sur le principe de remise en cause de la durée et du chronogramme, s'entendre sur le principe qu'un dialogue doit s'instaurer et qu'à l'issue du dialogue, les engagements pris pourront être respectés, les résolutions qui en sortiront. Dès que ce principe est obtenu, je crois qu'il y aura une avancée. À partir de là, on s'entendra sur la configuration à partir de laquelle le dialogue va se faire. Mais je crois que dans un premier temps, c'est compréhensible que le médiateur avance de façon prudente
et qu'ils puissent discuter de donc tout il n'y ça. a pas matière à polémiquer non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'après, c'est quelque chose qui ne devait pas se résoudre en un voyage. Ça, c'est certain. Son premier voyage, et j'ai vu le communiqué d'ailleurs, où on disait que le président en exercice de la CEDEAO, le président de la Guinée-Bissau, était en mission d'introduction du médiateur. Oui, mais aussi d'évaluation. Oui, justement, j'en viens. Introduction, évaluation. Il se trouve que déjà, ils ont un certain nombre de documents qui expriment des points de vue. Dites clairement, ça veut dire que vous avez déjà transmis des mémorandums. C'est que je vous dirais. C'est même au Talibé, c'est même c'est un fait, c'est une réalité. C'est des mémos rendus publics. Il n'y a aucune discrétion en cela. Parce que nous sommes légitimes pour pouvoir partager ces documents-là. Nous le faisons. Parce que la CEDEAO, ce sont nos voisins. Autant la junte peut s'adresser à la CEDEAO, autant nous avons la légitimité de nous adresser aux différents chefs d'État de la CEDEAO. Et nous le faisons. Mais à entendre, si tu permets, Talibé, à vous entendre, sur la médiation de Thomas Bouniaï, on a l'impression qu'il n'y a pas lieu, donc il n'y a pas le feu au lac. Pour autant, c'est en plein séjour du travail de ce même médiateur que le FNDC, branche société civile auquel vous appartenez, plutôt le mouvement auquel vous appartenez, que un calendrier de nouvelles manifestations a été décliné. Oui, naturellement. Comment comprendre cet état de fait? Non, mais il se trouve que les lignes ne bougent pas. Nous avons des droits. Comment les lignes ne bougent pas? Pendant que vous semblez accorder, en tout cas, le bénéfice du doute à la démarche du médiateur. Oui, il y a quand même une incompréhension. Il semble y avoir un contraste, monsieur. Non, je ne pense pas. Vous savez, nous avons acquis des droits et des libertés dans ce pays sur la base d'un lourd sacrifice que les gens ont consenti. On ne peut pas remettre ça en cause. Le FNDC, au même titre que les autres entités de la République, doivent disposer du droit de manifester en fonction des contextes et des revendications. Les revendications du FNDC restent et demeurent légitimes. Les inquiétudes de la dynamique sociale restent et demeurent légitimes. On est bien d'accord. Alors, même si... Mais fallait-il pas donner une chance, une petite chance? Oui, mais cela ne compromet pas. Je pose une question. Je pose la question. Fallait-il pas donner une petite chance à cette médiation, ne serait-ce que pour quelques jours ou quelques semaines? D'abord, nous donnons la chance à cette médiation dans la mesure où, à chaque fois que nous sommes sollicités, nous faisons savoir ce que nous pensons. Que ce soit de façon officielle, que ce soit de façon officieuse. Nous sommes demandeurs du dialogue. Nous avons toujours réitéré cela. Nous sommes restés ouverts, disponibles, et bien entendu, ça c'est déjà beaucoup. Et c'est important qu'on continue dans ce sens. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser d'autres moyens de pression à travers les manifestations de rue, qui sont des manifestations pacifiques, et l'appel à manifester que le FNDC a lancé, auquel le modèle souscrit, y compris les autres plateformes, c'est un appel républicain qui est conforme aux dispositions légales. Parce que, vous savez, il y a eu toujours un débat qui est malsain, qui a été entretenu, comme quoi les manifestations, elles sont violentes et tout ça, on en a souvent discuté, mais il se trouve que, en ce qui concerne le FNDC, bien entendu, l'appel à manifester est un appel public, est un appel pacifique, et bien entendu, ce n'est pas incompatible avec les efforts qui sont fournis de gauche à droite. D'où mon non-compréhension. C'est professionnel si on suit les consignes à la lettre, vu le guide de la manif. Voilà, mais d'où mon incompréhension. Oui, on en a organisé ici des manifestations qui ont été conformes au guide, parce qu'à chaque fois, pratiquement, ce sont les autorités publiques qui remettent en cause la tranquillité des manifestations. Nous faisons suffisamment d'efforts pour encadrer, et c'est pourquoi nous envoyons des courriers d'information, et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Dès lors que les autorités sont informées, cela ne leur donne pas, les autorités locales, cela ne leur donne pas le pouvoir d'interdire parce qu'elles n'en ont pas. La commune de Matouta a déjà interdit. Oui, mais elle n'a pas le droit d'interdire, justement. Vous savez, M. Kaba, ce qui pose problème dans ce pays, c'est quand les gens vont au-delà de ce que la loi leur permet de faire. Lorsqu'on dit que c'est à titre d'information qu'on envoie un courrier à une commune, que la commune se contente de prendre acte de l'information et de prendre les dispositions. Si vous interdisez une manifestation, posons-nous la question, avez-vous le droit d'interdire une manifestation? Lorsque c'est non, ça voudrait dire que vous êtes en train d'outrepasser les prérogatives qui sont les vôtres. Il faut motiver en tout cas ce pourquoi. Oui, mais l'interdiction systématique n'est pas de la responsabilité des communes. Mais jusqu'à preuve du contraire, les manifestations sont interdites par le CNRD. Oui, mais cette interdiction est illégale, justement. Ah bon? Ah bien, vous allez braver l'interdit? Mais en tant que légaliste, républicain? Ouais, en tant que légaliste, justement, ce n'est pas se conformer à ce qui est illégal. Lorsqu'on est légaliste, on ne se conforme pas à ce qui est illégal. Dès lors qu'il a été établi
qu'on ne peut pas, par le fait des humeurs et des arguments politiques, il y a eu beaucoup d'agitation autour de ça, au nom de la paix. La paix, elle ne se préserve que par le respect des lois en vigueur. Bien. Lorsqu'on parle de manifestation, on n'a pas à interdire ça parce qu'on a un agenda. Ça ne compromet en rien un agenda dès lors que les autorités publiques prennent leurs responsabilités vis-à-vis des manifestants et des organisateurs. Donc, quel sens vous donnez à cet appel à manifester du FNDC? Ça a tout son sens parce que l'opportunité est là, la nécessité est là. Les populations doivent davantage rester vigilantes, doivent davantage se mobiliser pour exiger un retour à l'ordre constitutionnel à travers un agenda clair et consensuel. Nous sommes dans notre plein droit de vouloir non seulement préserver les acquis, mais aussi faire en sorte que cette transition ne soit pas une occasion pour certains opportunistes qui sont en train de tourner autour de certains extrémistes qui pensent que leur business c'est simplement une Guinée en crise qui ne s'en sort pas. Il faut faire en sorte que, comme on le dit souvent, le côté toxique de l'entourage du CNRD, ceux qui fréquentent le colonel notamment en lui donnant des mauvais conseils, il faudrait bien les réveiller, les titiller pour leur dire, écoutez, lorsqu'on est une junte, d'abord on n'est pas élu. Même lorsqu'on est élu, on ne gouverne pas avec arrogance. On gouverne avec beaucoup de tact. Il faut être calme, il faut ramener les gens. Il faut de l'humilité. Et aujourd'hui, l'esprit de suffisance. Donc c'est quoi la finalité? Est en train d'être. C'est quoi le but que vous voulez chercher, que vous voulez atteindre à travers ces 2 journées de manifestation? Quel est le but que vous voulez atteindre? D'abord, la brochette de revendication, elle a été bien mentionné. Ibrahim Diallo, que vous avez reçu ici, en a réitéré, et les communiqués aussi l'ont réitéré. Il faut nécessairement ouvrir un cadre de dialogue. Nous l'avons demandé, la CEDEAO nous le demande, le monde entier nous le demande. Je ne sais pas pourquoi nous refusons d'écouter ceux qui veulent que la Guinée aille de l'avant. Bien. Certains pensent qu'il faut s'enfermer, il faut rester suffisant, il ne faut rien faire. Donc, les crimes de sang, aujourd'hui, on n'en parle pas. Et ça, ce sont des situations récentes qui ont justifié même le coup d'État. Lorsqu'il y a eu le discours du 5, tout le monde sait le contenu du discours et c'est pourquoi d'ailleurs le colonel est interpellé pour dire de rester dans l'esprit du discours du 5. Parce que le discours est clair le 5 septembre. Il y a aussi le chronogramme. Le chronogramme de la transition, tous ces éléments... Par rapport au crime de sang, est-ce que vous avez quand même confiance à l'élan que prend déjà Charles Wright en ne parlant que déjà du dossier du 28 septembre, mais aussi des cas récents? Est-ce que sa lancée vous rassure? Mais j'attends de voir les actes. Je dirais que Charles Wright, par endroit, il fait du bon boulot. Il y a eu des cas pour lesquels, honnêtement, je ne le comprenais pas aussi. Il y a eu des cas pour lesquels je pense qu'il aurait évité un certain nombre de choses. C'est humain. Mais je crois que globalement, c'est quelqu'un qui est volontariste. Il ne faut pas lui enlever ça. Et je crois qu'il doit simplement revoir sa méthode. Espérons qu'autour de lui, il y a des gens qui lui disent ce qu'il doit entendre pour qu'il fasse un bon boulot dans l'intérêt du pays. Bien, oui, Talib. Alors, M. Ba, vous avez parlé de l'appel que le Premier ministre a lancé le 20 juin et qui vous a permis de vous retrouver autour de lui le 27 juin. Mais ce Premier ministre-là, il n'est pas là aujourd'hui. Beaucoup voyaient en lui l'interlocuteur le plus crédible et le plus ouvert vis-à-vis des acteurs sociopolitiques que vous êtes. Finalement, c'est qui votre intellectuel au sein du gouvernement et qui, au sein de ce gouvernement, pour justement être, disons, le meneur de ce dialogue, en tout cas côté gouvernement? Mais je crois que par principe, le Premier ministre a la responsabilité d'animer le dialogue politique et social. Donc c'est lui, en principe, qui devait être cet interlocuteur dont vous parlez. Je crois que ces derniers temps, l'annonce de missions aussi importantes comme celle de la CEDEAO, que le Premier ministre fut-il pour des raisons de santé, nous dit-on? Oui, tout ceci n'est pas encore officiel pour les raisons de sa visite. On a appris tous comme ça, mais quand même c'est incompréhensible qu'il ne soit pas là. Si on se met à élaborer une hypothèse, est-ce qu'on penserait que son absence serait vraiment un avantage pour ceux qui veulent prendre de l'espace et continuer de durcir le ton et empêcher que les choses aillent de l'avant? Toujours est-il qu'on sait que le Premier ministre, pour le moment, sa marge de manœuvre reste très très réduite vis-à-vis des acteurs politiques et des acteurs sociaux. Il y a eu beaucoup d'efforts qu'il a fournis, surtout ces derniers temps, sur la base de son discours du 20 juin, que nous avons tous voulu renforcer parce que c'est un discours dont le contenu quand même avait du sens. Nous avons répondu à l'appel du 27
il y a eu un début d'espoir, parce que beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas là ont accepté de revenir, et il se trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité par rapport à la suite des choses. Qui reprend en fait la main pour conduire les opérations pour la suite? Pour le moment, en face, on nous a proposé le vide, ou peut-être le noir complètement, et qui a intérêt à rendre obscur le chemin de la transition. Toujours est-il que pour l'histoire des transitions, on sait que si ça continue de cette façon, la destination ne peut être que le ravin. Et on ne voudrait pas. Est-ce que le 1er août est compromis, la deadline donnée par la CEDEAO, pour qu'il y ait une durée acceptable? Nous sommes à moins d'une semaine. Peuvent-elles être évitées? À moins d'une semaine du 1er août, je ne vois pas trop les lignes bouger. Toujours est-il que le séjour du médiateur et le séjour éclair du président en exercice ont permis de passer des messages. Si ces messages sont compris, il appartient au CNRD de se bouger. S'il ne se bouge pas, naturellement, nous n'avons rien à gagner dans les sanctions, mais les sanctions seront inévitables. La CEDEAO veut se réinventer, elle veut se redonner de la crédibilité. Elle sait qu'elle a failli à ses responsabilités par rapport à un ensemble de choses. Mais vous savez, votre voisin, qui qu'il soit, il reste votre voisin. Donc quoi qu'il en soit, même s'il s'est mal comporté dans un premier temps et s'il a envie de se rétracter, vous lui donnez la chance de bien se comporter prochainement. Donc il n'y a pas d'hostilité à manifester vis-à-vis de la CEDEAO. Et je crois que la Guinée n'a rien à gagner à se mettre dans une posture favorable à des sanctions. Parce que ce qui pourrait arriver, lorsqu'on parlera de sanctions individuelles, lorsque des personnes seront ciblées comme étant des facteurs de blocage de la transition, je peux vous garantir que il y a déjà à l'international des répertoires qui sont en train de se constituer. On commence à identifier ceux qui ne veulent pas que les choses aillent en avant. Ça, je suis au courant d'un certain nombre de choses. Ils sont ciblés. Et lorsque des sanctions vont tomber sur ces personnes vont vouloir obtenir la solidarité de ceux qui ne sont pas sanctionnés. Ceux qui ne sont pas sanctionnés voudront éviter de se compromettre avec ceux qui se sont sanctionnés. C'est comme ça que les fissures commencent dans une autorité de transition. Et vous savez, dans cette transition, il y a beaucoup de Guinéens qui sont issus de la diaspora. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas des intérêts au-delà de nos frontières. Peut-être il y en a certains qui sont là, qui ne voyagent jamais. Mais qui voudrait voir sa vie de famille réduite, si vous voulez, en petit périmètre, ou subir des sanctions pour son image, sa crédibilité, et au niveau local et au niveau international? Je crois que c'est le moment de devenir complètement raisonnable, d'éviter que le pire arrive pour chercher en ce moment des solutions. On arrive au terme de cette émission carrément. On va demander une petite extension de 2 minutes. Aujourd'hui, on sent un désenchantement qui s'étend dans l'opinion publique nationale vis-à-vis de cette transition et de la façon dont elle est conduite par le CNRD. Aujourd'hui, à la fin du compte, après 11 mois, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous dites le CNRD qui aurait dû être une solution intermédiaire avant un retour à l'ordre constitutionnel, aujourd'hui c'est mieux un véritable problème pour la Guinée? Honnêtement, Aboubacar, on aurait pu éviter beaucoup de choses, on pouvait mieux faire. Parce que je ne pense pas que dans l'histoire des transitions en Guinée, une autorité de transition a eu plus d'atouts, plus d'opportunités et plus d'outils que le CNRD. Pourquoi? Parce que tout de suite, dès la prise du pouvoir, il y a eu un consensus tacite qu'ils n'ont pas cherché. Les acteurs politiques ont démarché même des institutions internationales pour leur dire, écoutez, ceux qui sont là, faites en sorte qu'on ne les bouscule pas trop, faisons en sorte qu'on s'entende. Certains peuvent penser que c'est de la naïveté, mais vous savez, c'est très facile de prophétiser à la 90e minute d'un match de foot. Au début, on ne peut pas se dire qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais ce consensus tacite aurait été une opportunité pour le CNRD de rassembler tout le monde, de faire en sorte que la transition soit conduite de façon consensuelle. Aujourd'hui, 11 mois, près d'1 an après, est-ce que nous avons de grandes avancées? Je ne pense pas. Y a-t-il à regretter Alpha Condé? Oh, jamais. Jamais. Pourquoi on regretterait Alpha Condé? Je voulais une réponse pour Mohamed Kaba. Non, Mohamed, c'est son cas et je le connais. Si Alpha revient aujourd'hui au pouvoir, nous le combattrons avec la même détermination, avec la même énergie. Heureusement qu'il est... Même s'il a changé de méthode? C'est pas à 90 ans qu'on va changer. Alors, pour terminer, l'idée du bipartisme commence déjà à germer dans les têtes. Encore les propos du président du FNDT, Bogola Abba. Qu'en pensez-vous? Il y a le président du CNT qui l'a dit. Du CNT qui l'a dit aussi. Bon, il y a deux. Quand j'ai écouté ça, j'en ai rigolé parce qu'il y a deux choses à dire. Il y a soit de l'ignorance, soit de la mauvaise foi. Parce que leur définition du bipartisme, ils peuvent peut-être théoriser ça.
Dans aucun pays au monde, on a décrété le bipartisme. Ce n'est pas une décision d'autorité publique. Pas un décret. Et puis le bipartisme, c'est un système de partis ultra dominants qui ne veut pas dire l'inexistence d'autres partis dans le schéma. Ouais. Et l'argument qu'ils utilisent, et c'est là que je suis vraiment triste pour eux, laissez-moi dire ça. Laissez-moi dire ça. Ouais, on a une minute. Non, attends. Ça devient un projet au Parlement, quoi. Non. Au CNT, c'est ça qui est Ils n'ont pas, dramatique. d'abord, ils n'ont pas vocation. Ils ont quelle prétention à vouloir des choses comme ça au nom de qui? Ils ont été élus par qui? Choisis par qui? Même le président du CNT n'a pas été élu par les membres du CNT. Alors il faut qu'on limite un peu l'arrogance, la suffisance. Il faut qu'on se dise clairement une chose. Les États-Unis dont ils s'inspirent, il faut qu'ils arrêtent de mentir aux gens. Aux États-Unis, il n'y a pas deux partis. Il y a deux tendances dominantes dans lesquelles les partis politiques existent. Et nulle part on ne le fait d'autorité. Ce n'est pas une constitution qui décide à travers un texte, un arrêté qu'il y ait deux partis. C'est plutôt plusieurs années d'expérience qui amènent... Si, le problème en Guinée, ce n'est pas le nombre de partis. C'est plutôt le manque de compétition saine et transparente. Lorsqu'il y aura des élections de façon régulière et qu'elles sont transparentes, l'État joue son rôle. Progressivement, les partis politiques... La décantation se fera Exactement, tout les grandes naturellement. tendances vont émerger. Les petits partis qui n'arrivent pas à mobiliser beaucoup vont pouvoir se fondre, ou bien s'associer avec les autres. Et progressivement, dans toutes les démocraties au monde où on a ce type de modèle de deux tendances, c'est plus de 2 siècles de processus démocratique et de maturité des électeurs qui ont conduit à cela. Donc ce débat-là, qu'ils taisent ça... C'est un débat toxique. Toxique, ils taisent ça, parce que d'abord ils le disent, il y a de l'ignorance, il y a de la mauvaise foi, il y a de la prétention. Il ne peut pas... C'était même déshonorant pour la Guinée que des hauts perchés disent des choses comme ça et que le monde entier entende. C'est pas du bipartisme qu'ils prônent, c'est de l'anarchie qui servira de base à des conflits dont on n'en a pas besoin. S'ils ont un autre agenda, ils peuvent attendre les prochaines élections législatives. S'ils sont élus, ils viennent au Parlement, ils défendent des idées comme ça. Mais ils ne peuvent pas être désignés dans un petit cercle, venir dire qu'ils parlent au nom du peuple de Guinée. En 15 secondes, un message pour le colonel Mamadou Doumbouya. Écoutez, moi je crois que le colonel peut encore... Non. Écoutez, le contact est rompu. Non, pas vraiment, pas vraiment. Il se trouve que, comme je vous l'avais dit ici, dès les premières heures, il m'a fait savoir l'estime qui me porte et qu'il serait intéressé de temps en temps à écouter ce que je pense. Et ce que je vous dis là, et ce que je dis ailleurs, je le lui dis à chaque fois que j'en ai l'occasion. Mais le modèle, comme on l'a dit dès le début, on n'était pas intéressé à participer de quelque manière que ce soit à des responsabilités directes au sein de la transition. C'est pourquoi nous n'avons rien demandé, nous n'avons rien négocié. Nous sommes un parti politique, nous voulons conquérir l'électorat à travers des élections et c'est ce qu'on a demandé au CNRD. Organiser des élections, laissez-nous compétir. Ce sont les Guinéens qui doivent nous choisir pour qu'on brique des responsabilités au niveau local et au niveau national. Donc le message il est très clair. Alors ce que je dirais simplement, le colonel, la Guinée a intérêt à ce qu'il échoue et lui aussi il a intérêt à ce qu'il réussisse plutôt. Et lui aussi il a intérêt à ce que la transition réussisse. Tout le monde dit qu'on veut que ce soit la dernière transition. Mais si on veut qu'elle soit la dernière, on ne va pas rééditer les mêmes raisons qui ont amené à faire échouer les précédentes transitions. Et c'est la Guinée qui risque de se perdre. La qualité d'une transition se mesure à la qualité du processus électoral qu'elle mettra en place parce que c'est la porte de sortie. C'est par les élections qu'on sort de la transition. Alors si on ne parle pas du processus électoral pendant près d'1 an, je ne sais pas quelle est la voie par laquelle la transition connaîtra une issue. Et aujourd'hui, il y a une confusion, il y a un manque de visibilité. Et ce n'est pas à l'avantage du CNRD, ce n'est pas à l'avantage de la Guinée. Et le colonel doit se rendre compte que la transition qu'il est en train de conduire ne peut pas réaliser des miracles économiques, ne peut pas réaliser des miracles sur le plan social. Il ne peut pas développer ce pays avec des grands projets, des grands chantiers. Les ressources internes de la Guinée ne peuvent pas l'aider à réaliser cela. Le plus grand bilan de cette transition que le colonel Mamadou Doumbouya conduit et qu'il doit laisser à la Guinée, c'est un processus électoral transparent, inclusif, qui permettra aux Guinéens eux seuls de décider qui deviendra président, qui deviendra député, qui deviendra maire. S'il arrive à le faire et qu'à l'issue d'un processus d'investiture des différents élus, il passera la main au nouveau président que les Guinéens choisiront
et bien entendu, Et il rentrera dans l'histoire et il aura la liberté de déterminer ce que son avenir sera dans les prochaines années. Voilà qui est bien dit. On espère donc que le colonel, le colosse, le légionnaire est à l'écoute et que ses conseils sont tombés dans ses oreilles, on espère, délicates. Grand merci à vous, monsieur Alouba. On espère avoir été complet, d'ailleurs gourmand sur le temps, parce qu'on a dépassé le temps qui nous est imparti. Toutes nos excuses à nos sponsors et à notre directeur commercial. Grand merci à vous tous, un peu partout à travers le monde. Vous nous avez suivis sur nos plateformes numériques. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos équipes, à la régie et à la transmission. Derrière nous, l'équipe de Dentegue avec Ousmane Tolo. On se reprend demain matin quand il sera 8h. Vous avez suivi l'émission Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.